CNews est-il responsable de la montée de l'extrême droite en France? Comment CNews peut être responsable? Je vous pose la question. Non, mais je vous pose la question. Peut-on faire du journalisme de façon purement objective? Déjà, lorsqu'on choisit cette information, est-on neutre ou pas? Les instances de régulation comme l'Arcom font-elles un travail honnête? Je ne suis pas pour supprimer l'Arcom aujourd'hui. En revanche, si l'Arcom n'est pas capable de faire respecter la loi, l'Arcom a été créée pour faire respecter la loi de l'audiovisuel, il faut la supprimer. Aujourd'hui, la France connaît une montée des idées d'extrême droite. Certains accusent des médias comme CNews d'avoir contribué à cette droitisation du pays. D'autres y voient simplement le reflet d'une société qui change. Je vous dis que c'est la première fois de l'histoire de la télévision française qu'il y a une chaîne qui dit ce que pensent les Français. Journaliste, ancienne membre du CSA, aujourd'hui figure incontournable de CNews et d'Europe 1, Christine Kelly répond à toutes ces questions sans filtre. Les Français se rendent compte qu'on leur ment, qu'on leur a beaucoup menti et ils en ont marre. Pourquoi on leur ment? À votre avis? Bonne vidéo. Est-ce que vous êtes féministe? Non. Un journaliste neutre, ça existe? Oui. La liberté d'expression, c'est de droite ou de gauche? Neutre. Je suis Christine Kelly, journaliste à CNews, Europe 1, Journal du Dimanche, présidente d'une association qui aide les familles monoparentales depuis bientôt 16 ans. Être une femme dans les médias, c'est facile? Non. C'est quoi le plus dur, être neutre à la télé ou zen sur Twitter? Zen sur Twitter. Vous préférez débattre avec Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon. Il y a une extrême droite en France? Non. Et une extrême gauche? Oui. Si vous deviez bannir un mot des médias, ce serait lequel? Extrême droite. Vous lisez l'Humanité parfois? Oui. Je suis abonné. Est-ce que tout le monde mérite la parole? Oui, pour moi, oui. La foi doit-elle rester une affaire privée? Ça dépend du lieu. Si vous pouviez dîner avec une personnalité historique, ce serait qui? Jésus. Ce qui vous met en colère dans le journalisme aujourd'hui? Les partis pris idéologiques. Christine Kelly, merci de venir aujourd'hui dans ce format d'interview. Donc vous venez pour votre livre, notamment Pourquoi moi? J'ai appris quelque chose, je pense beaucoup de gens aussi peut-être apprendront, je ne sais pas s'ils le savaient sur vous, que vous avez été victime de harcèlement. En 1981, vous racontez sur le balcon au collège, il y avait écrit « Kelly, salope », je dis les mots durs tels qu'ils sont écrits dans le livre. Par la suite, dans l'arrivée de Face à l'info, donc l'émission que vous avez avec Éric Zemmour, vous dites qu'on me traite de négresse de maison, de facho, on me reproche de soutenir l'extrême droite. Quand on voit le harcèlement donc, que vous avez subi, et en même temps l'attachement que vous avez à la liberté d'expression, c'est quoi les limites de la liberté d'expression ? Je pense que j'ai appris les contours, la force, la puissance de la liberté d'expression lorsque je suis passée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui l'Arcom. La liberté d'expression va de l'expression de tous jusqu'à choquer, jusqu'à perturber l'autre, mais sans insulter, avec les limites de l'insulte, de la haine, du racisme et les limites de la loi. Et en partant de là, les contours de la liberté d'expression sont bien définis. Et c'est vrai que chacun y va de son propre contour et rajoute ses définitions, ses propres limites. Mais pour moi, la liberté d'expression a un sens quand même large et bien défini. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, tout le monde a le droit de parler. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Après, en fonction de ce qu'il dit, ça peut être répréhensible ou pas. Est-ce que la liberté d'expression aujourd'hui, le fait de défendre la liberté d'expression, ça a une couleur politique? Je dis ça parce que les 68 arts, ils ont été les premiers dans l'ère moderne de dire on défend la liberté d'expression coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt une partie droite, voire extrême droite. Alors je sais que ce propos, vous le niez pour l'instant, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas défendue justement par une couleur politique plus à droite qu'avant, où c'était plus à gauche? Lorsque certains sont convoqués devant les tribunaux pour apologie du terrorisme, ils invoquent la liberté d'expression. Donc ce n'est pas forcément de droite, c'est aussi de gauche. Je pense que la liberté d'expression, c'est l'amendement numéro 1 aux États-Unis, c'est carrément l'amendement numéro 1 aussi, on va dire en France, tellement c'est capital, c'est ni de droite ni de gauche, c'est français. C'est essentiel à l'être humain et à l'humanité.
Alors après, certains veulent entraîner la liberté d'expression et le corneriser à la droite nationale, au bout du bout d'une certaine partie de l'échiquier politique pour pouvoir étiqueter, pour pouvoir décrédibiliser. Mais la liberté d'expression, on voit très bien que ce soit à gauche, au centre, à l'extrême gauche ou à la droite, on voit très bien que tout le monde brandit ce besoin de liberté d'expression pour défendre ses propres idées. Donc pour moi, elle n'a pas de parti politique et c'est très important que chacun puisse s'approprier la liberté d'expression et refuser de se laisser corneriser en disant que la liberté d'expression, elle est de droite. Elle est de bon sens, elle est importante justement pour l'épanouissement de la France, l'épanouissement de la société, l'épanouissement de la démocratie. Et lorsque j'ai commencé cette émission Face à l'info justement avec Éric Zemmour, j'ai beaucoup insisté pour expliquer pourquoi j'ai accepté pour la liberté d'expression. Parce que je pense que quand on m'avait demandé avec qui j'aurais aimé débattre, avec Éric Zemmour, avec Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour s'est fait, Jean-Luc Mélenchon, ça s'est pas fait. Alors, je ne sais pas s'il me fera un droit d'honneur comme il a fait à Benjamin Duhamel sur France Inter, mais je suis prête, moi, à discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Et ce que j'ai prôné avec cette émission, c'est le fait qu'on puisse aller là où les gens ne sont pas d'accord avec vous, qu'on puisse argumenter, débattre, partager, discuter, supporter parfois les arguments choquants, blessants parfois de l'autre, qui ne sont pas des insultes, les supporter pour pouvoir faire avancer le débat. Aujourd'hui, on voit qu'on n'accepte plus les arguments de l'autre. On veut absolument faire taire. Faire taire l'autre, c'est la mort de la liberté d'expression. Vous accepteriez aujourd'hui de faire une émission avec Jean-Luc Mélenchon si on vous le proposait? Bien comme sûr, on vous a proposé avec Éric Zemmour? Bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Lui n'accepterait pas, certainement, mais moi, avec grand plaisir. Je n'ai pas de parti pris particulier. Je serais ravie de discuter avec lui. Il se trouve que sur une émission de Balance ton poste, il n'avait pas voulu que je l'interroge, et il se trouve aussi que je l'ai invité déjà à plusieurs reprises, il n'est pas venu. Mais je serais ravie de discuter avec Jean-Luc Mélenchon, même s'il me fait un doigt d'honneur, comme il a fait à Benjamin Duhamel sur France Inter. Dans votre livre, vous dites... à un moment donné, vous parlez d'une personne qui vous harcèle et vous dites, c'est vos mots, hein, cet Africain voit en moi du racisme, il ne m'a jamais rencontré, mais c'est moi la raciste et c'est lui qui m'insulte depuis plus de 2 ans sur tout support. C'est un mode d'inversion des valeurs où les racistes vous accusent d'être des racistes pour mieux cacher leur propre haine. Accuser de racisme ceux qui ne pensent pas comme vous est devenu un sport national. Est-ce que vous direz que c'est ça aujourd'hui le climat médiatique? On en est à s'insulter chacun? Cher Antonin, vous avez tout résumé. C'est vous, je cite vos propos là. Non, mais je vous avais tout résumé dans votre question. Lorsque j'ai accepté de faire l'émission Face à l'info, j'ai été très surprise par ce racisme qui a surgi, ce nouveau racisme dont parlait Éric Zemmour sur les plateaux, mais que je n'avais pas encore vu. C'est-à-dire le racisme de ceux qui se prétendent antiracistes et qui vous insultent, vous critiquent et veulent vous faire perdre votre poste à cause de votre couleur de peau. Pourquoi est-ce qu'on me dit que je ne peux pas, par exemple, faire cette émission qui a 6 ans maintenant, Face à l'info? Parce que je suis noire. Puisque lorsque Léa Salamé interrogeait Éric Zemmour, personne ne lui a fait cette remarque. Puisque lorsque Anaïs Bouton interrogeait Éric Zemmour, personne ne lui a fait cette remarque. Puisque tous les journalistes comme Yves Calvi sur RTL pendant des années ont interrogé Éric Zemmour, personne ne lui a fait cette remarque. C'est intéressant. Donc, qui veut que la négresse de maison, celle qu'on me présente comme la négresse de maison, celle qui est noire, arrête et ne fasse pas l'émission? Parce qu'elle est face à Éric Zemmour. Moi, je me suis battue. Pourquoi? Pour la liberté d'expression, pour le respect de mes valeurs journalistiques, pour faire mon travail comme une autre, comme un blanc, comme un autre. Il fallait absolument que je fasse cette émission. Et effectivement, j'ai été surprise de voir que ce sont parfois, comme celui qui a été condamné, qui a voulu voir ma tête décapitée, c'était un Africain, et de voir que que ce sont souvent des militants antiracistes. Il s'est présenté comme tel, qui deviennent absolument aujourd'hui les racistes. Et bien souvent, je fais des conférences avec des amis ultramarins pour leur dire de ne pas se laisser voler la couleur de peau. Tout le monde veut vous voler la couleur de peau. Mais qui est-ce? Pourquoi la voler? Pourquoi la voler? Justement, pour pouvoir accuser les autres de racisme. Exemple, regardons comment souvent l'extrême gauche n'accepte pas, par exemple, que quelqu'un de racisé, pour reprendre les mots de la gauche, puisse avoir un poste, face à Éric Zemmour, par exemple. Être journaliste face à Éric Zemmour, c'est choquant pour l'extrême gauche, par exemple.
Regardons par exemple comment... Et pourquoi selon vous c'est choquant pour eux? Je vous arrête un instant, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo vous intéresse. Dites-nous en commentaire, vous, quelles questions vous auriez posées à Christine Kelly. Je vous laisse. Parce qu'ils veulent garder, justement, je réponds à votre question, parce qu'ils veulent voler la couleur de peau. Vous êtes noir, vous leur appartenez. Vous êtes noir, arabe, métissé, vous leur appartenez à la gauche. Vous n'avez pas le droit d'aller à droite. Si vous allez à droite, ou bien si vous aimez la France, simplement sans même aller à droite, parce que vous définissez à droite à partir du moment où vous aimez la France. Si vous aimez la France, tout de suite, vous êtes hors de leur périmètre, vous êtes hors de leurs limites, et là, vous êtes critiqué de négresse de maison, pour reprendre le mot, de vendu, de tout ce qu'on veut. Regardons le policier Abdoulaye Kanté, qui est un Africain et qui aime la France et comment il se fait insulter toute la journée. Regardons tous ceux qui sont ces patriotes, qui sont racisés et qui aiment la France et comment c'est l'extrême gauche qui les critique. Je trouve ça grave, je trouve ça triste, et alors que le bon sens voudrait qu'au contraire, on puisse respecter la couleur de peau, le choix de chacun. Comment ça se fait que l'autre jour, j'ai vu d'un article du Figaro qui parlait de l'équipage d'Eurostar, avec 5 membres d'Eurostar. Nous, on est fiers d'être inclusifs. 3 blancs, 2 noirs. Les 2 noirs, 2 hommes. 2 hommes en jupe. Voilà la place qu'on aime pour les noirs. Ou toujours être marginal, toujours être un peu particulier, toujours être... Que les hommes noirs qui portaient des jupes, c'est ça que vous dites? Que les hommes noirs qui portaient des jupes. J'aurais aimé que Eurostar puisse valoriser peut-être un commandant de bord d'Eurostar qui soit noir. Pourquoi les Noirs, on les met toujours à une certaine place? Pourquoi est-ce qu'on veut les maintenir à une place en marge de la société? Peut-être trans, il y en a, respectons-les. Peut-être homosexuels, il y en a, respectons-les. Mais ce n'est pas forcément tous les Noirs qui sont homosexuels, qui sont trans, qui sont efféminés. Pourquoi est-ce que la gauche n'aime pas valoriser les Noirs qui ont des responsabilités? Être efféminé, ce n'est pas dévaloriser quelqu'un. Oui, si c'est systématique, oui, mon cher ami. Si c'est systématique qu'on montre les Noirs systématiques efféminés alors que ce sont des hommes, pour moi, c'est une dévalorisation. C'est la répétition qui fait la dévalorisation et l'occultation lorsqu'on occulte ceux qui ont des postes à responsabilité, qui sont chefs d'entreprise, qui sont médecins, qui sont cardiologues, qui sont chirurgiens, qui ont des postes à responsabilité, qui sont écrivains. Pourquoi est-ce que bien souvent on invite des Noirs lorsqu'ils sont dans le sport, lorsqu'ils sont dans la musique, à faire tout ce qu'on veut, mais lorsqu'ils ont des postes plus intelligents, plus intellectuels, on les invisibilise mieux, on les critique, on veut les décrédibiliser, on veut leur enlever justement leur professionnalisme. C'est là où je dis qu'il ne faut pas se laisser voler sa couleur de peau et être lucide. Est-ce que depuis que vous avez commencé le journalisme et par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution dans la manière de débattre et d'informer justement par rapport à ce qu'on disait juste là? Est-ce que ça existait déjà quand vous avez commencé? Non, je trouve qu'il y a une accélération, une vitesse grand V de la société, du journalisme et des médias. Lorsque j'étais à mon école de journalisme, c'est sûr que tout le monde avait Libération sous le bras. Personne n'avait le Figaro, c'est sûr, mais on n'était pas à ce moment de clivage. Moi, je n'avais rien, je n'avais que France Antilles. Vous savez, je venais de la Guadeloupe, on n'avait que ça. Donc, c'est ni de droite ni de gauche. Donc, il n'y a pas de couleur politique aux Antilles? Non, pas vraiment. Vous savez, il y a un seul quotidien déjà, donc vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de particularité, en tout cas dans la presse écrite, je veux dire. Après, oui, ça a complètement changé. Moi, j'ai vu que le monde des médias a changé en sortant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en sortant de mon mandat de 6 ans. Et je suis revenue dans les médias en découvrant un peu un monde virulent qui ne se nourrit que de clash, une société qui se cristallise, des plateaux qui se cristallisent, qui clashent en permanence. Et lorsque je suis arrivée pour faire face à l'info, je me rappelle de plusieurs personnes qui m'ont dit « Christine, il faut absolument que tu rentres dans les clashs, il faut que tu t'engueules avec Eric Zemmour, etc. » On vous disait d'être virulente. Oui, tout le monde. Tu vas pas tenir. J'ai dit « Écoutez, j'ai 50 ans, j'ai été au Conseil supérieur de l'audiovisuel, je fais avec ma personnalité. Je suis pas là pour rentrer dans les clashs, je suis là pour écouter, entendre les arguments. » Et je suis venue avec ma personnalité. Et ma personnalité, c'était hors clash. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas d'accord complètement avec les personnes qu'on a en face sur certains aspects ou pas, mais respecter l'autre. Je trouve que c'est important, par sa tonalité. Venir interroger quelqu'un la bave aux lèvres juste parce qu'on veut faire plaisir à certains, on veut faire plaisir à une certaine intelligentsia,
Je trouve ça plutôt répugnant. Je trouve qu'il faut respecter les gens qu'on a en face, on accepte de les interviewer et sans pour autant montrer son prisme idéologique, sans pour autant montrer toute son expérience ou la haine qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Et je suis venue avec cette personnalité dans un monde qui était plutôt clivé. Mais est-ce que justement, c'est pas aussi servir la soupe aux invités, à Éric Zemmour, à d'autres personnalités qui étaient sur le plateau de Face à l'info, si on n'est pas virulent, si on n'est pas en leur disant là vous avez tort, là oui, alors justement vous reprenez complètement les mots qui ont été... Je vous dis que dans votre question, vous reprenez complètement les mots de toute la gauche qui dit si on ne rentre pas dans l'art, si vous permettez l'expression, on sert la soupe. Je suis désolée, PPDA, il était connu pour poser les questions sans pour autant rentrer dans l'art, sans pour autant servir la soupe. On peut très bien poser des questions. Je peux vous demander pourquoi est-ce que vous avez sur vos 2 pouces ce dessin. Vous voyez, vous souriez et pourtant, vous voyez, je peux poser des questions. Je peux vous faire rougir sans pour autant monter. Vous voyez ce que je veux dire? Monter dans les aigus, monter dans les graves ou bien la bave aux lèvres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé comment dirais-je, d'invectiver l'autre pour dire ce qu'on pense, pour poser les questions. Je peux vous demander, est-ce que vous est arrivé à votre sourcil droit et à vos cils droits qui sont blancs simplement, posément, sans pour autant le faire méchamment. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ce qui est important pour moi, c'est que la responsabilité de la réponse, la responsabilité de l'assimilation de la réponse soit dans la main du téléspectateur et pas dans la main de celui qui pose la question. Que celui qui regarde la télévision, que celui qui écoute la radio puisse lui faire son choix, qu'on ne puisse pas lui dicter les choix. Et aujourd'hui, je pense que le téléspectateur et l'auditeur, ils refusent, ils en ont marre qu'on leur dicte leur choix parce qu'ils se rendent compte parfois dans certains médias qu'on veut leur montrer un chemin qui n'est pas forcément le chemin de la réalité. Alors justement, quel chemin on veut lui montrer si on ne veut pas lui montrer le chemin? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs de CNews, donc là où vous travaillez, sont les plus à droite du spectre politique, avec un score moyen de 6,5 à 7,5 sur une échelle de 0 à 10. Et près de la moitié, donc 47,5% des téléspectateurs les plus fidèles de la chaîne ont voté pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle en 2022. Est-ce que vous contestez ce profilage idéologique? Et est-ce que vous pensez que c'est de par vos émissions, vous et la chaîne, ou est-ce que c'est naturellement les gens se font leur avis à partir de ce que vous leur proposez? 2 choses. Vous n'avez pas cité vos sources. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ce sondage et je ne sais pas comment a été fait ce sondage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la France, elle est, comment dirais-je, peut-être exactement en phase avec les chiffres que vous venez de donner. Pour la première fois de l'histoire de la télévision, il y a une chaîne qui est en phase avec les Français. Alors que le monde médiatique a toujours voulu être dogmatique et voulu donner des leçons aux Français. Aujourd'hui, les Français disent non. Moi, je vais vers une chaîne qui, enfin, pense ce que je pense. Enfin, met les sujets sur la table. Enfin, donne la parole à ceux à qui on ne veut pas forcément donner la parole. Enfin, parle de la réalité de ce que je vois. C'est la première fois de l'histoire de la télévision française qu'une chaîne n'est pas là pour, comment dirais-je, donner son avis aux Français, mais refléter ce que les Français vivent au quotidien. On a toujours envie de dire effectivement que la petite chaîne info CNews fait voter vers la droite nationale. Lorsque Jean-Marie Le Pen était au 2e tour, CNews n'existait pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées lorsque CNews n'existait pas. Il faut parfois aussi se poser la question de quelle était la responsabilité des politiques, quelle était la responsabilité de François Mitterrand, par exemple, même dans l'avènement de la droite nationale. Donc, donner de la critique et du bâton pour faire battre CNews uniquement parce que CNews reflète ce que pensent vraiment les Français et adhère à ce que voient les Français et que d'autres médias refusent de montrer, c'est vraiment ne pas regarder la réalité en face, encore une fois, mais on aime bien faire ça en France, cacher la réalité. Pour vous, ça reflète la réalité de la France plus que les auditeurs de CNews, et CNews n'est pas responsable, juste un reflet de ce qui se passe en France. Comment CNews peut être responsable? Je vous pose la question. Non, mais je vous pose la question. Comment CNews peut être responsable de quoi? Dites-moi, quelle est la question? Responsable de quoi? Est-ce que la montée de l'extrême droite, des courants identitaires, CNews n'a pas une part de responsabilité? Je viens de vous répondre. Je viens de vous répondre pour vous dire qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est au 2e tour, où était CNews? Dites-moi, où était CNews? Non, CNews n'était pas encore là. Mais... Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais ma question, c'était plus, est-ce que
il y a un projet éditorial, et je vous pose la question parce que non, vous y travaillez et ça permet de... Je viens de répondre. Vous voyez, vous n'avez pas envie de m'entendre. Non, mais si, je vous entends. Non, vous n'avez pas envie de m'entendre. Non, je viens de vous répondre. Il n'y a pas un projet éditorial pour je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Je vous dis que c'est la première fois de l'histoire de la télévision française qu'il y a une chaîne qui dit ce que pensent les Français. Moi, lorsque je commençais l'émission Face à l'info, j'ai été stupéfaite. J'étais pas une petite bleue qui commençait, j'avais 50 ans. J'étais une fille qui avait déjà fait de la presse écrite, de la radio, de la télévision, le CSA, et j'en ai fait des dossiers au CSA, du temps de parole des politiques à beaucoup de choses, du sous-titrage pour les sourds malentendants, etc. J'en ai fait des choses. Pour la première fois, il y avait une dichotomie grave entre ce que les gens me disaient dans la rue et ce qui était dans les médias. Dans les médias qui me critiquaient, oui, voilà, elle va recevoir Éric Zemmour, et dès que je sors dans la rue, ah oui, madame, super, on pense ça, exactement, bravo, merci. Voilà comment on peut résumer CNews. CNews dit ce que pensent les Français, ce que vivent les Français au quotidien. N'y voyez pas là une volonté stratégique de bouleverser le monde. Rappelons que CNews est une chaîne d'infos parmi 30 d'autres. Rappelons que la France est le pays qui a le plus de chaînes d'infos au monde. Rappelons que la France a 1000 radios et plus de 300 chaînes télé. Rappelons que le téléspectateur est responsable encore de sa télécommande, même si aujourd'hui on veut lui supprimer des chaînes. Mais justement, vous dites CNews, c'est ce que veulent entendre les Français. Comment vous faites concrètement pour vous dire, ok, ce sujet-là, c'est ce que veulent les Français, c'est ce qu'entendent les Français, ça correspond à ce que les Français pensent? Exemple, lorsque vous voyez qu'aucune chaîne info ne parle, par exemple, de quelqu'un qui a été uriné à la basilique Saint-Pierre, ça choque les Français. Et pourtant, personne n'en parle. Lorsque vous voyez qu'il y a une église incendiée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, la porte incendie, on a volé, elle est victime de pillage, etc. Et que personne n'en parle, ça choque les Français. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Et pour autant... Vous essayez de voir ce dont on ne parle pas et ce que vous estimez important. Exactement, exactement. Et à partir de là, on parle de tout. Et justement, ça interpelle et on se dit, mais pourquoi les autres n'en parlent pas? Est-ce qu'on veut cacher une certaine information ou pas? Donc, laissons la place aux médias qui ont envie aussi de parler de tout. Comme la liberté d'expression, je disais, il faut que tout le monde parle. Je suis prête à débattre avec tout le monde et je pense que tout le monde a sa place. On est en 2025, on est quand même dans un pays encore démocratique. Profitons du fait qu'il faut laisser tout le monde s'exprimer. Profitons du fait qu'il faut laisser tout le monde argumenter. Profitons du fait qu'il faut laisser tous les médias s'exprimer. La Fairness Doctrine aux États-Unis, c'était justement la Fairness Doctrine aux États-Unis, c'était une loi qui donnait justement un peu comme le temps de parole ici en France. Elle a été supprimée à partir du moment où il y a eu l'avènement des chaînes, l'avènement d'Internet, l'avènement de toutes ces chaînes qu'il y a, puisque les États-Unis et les Américains se sont dit que maintenant le téléspectateur peut choisir, il peut zapper et il peut se faire lui-même son avis. Donc on va enlever ce dogme, ce temps de parole strict qu'il y a média par média, mais que le temps de parole sera plus large entre l'équilibre des partis politiques sera entre les différents médias. Et c'est dommage qu'aujourd'hui on ne soit pas en arrivé là. On est le seul pays au monde, à compter le temps de parole des partis politiques à l'intérieur de mêmes médias. Faisons confiance aussi aux téléspectateurs avec les réseaux sociaux, avec toutes les informations qu'il peut avoir, avec le nombre de chaînes qu'on a, avec Internet, avec l'accès à toutes les chaînes qu'on a au monde. Faisons confiance aux téléspectateurs et aux Français pour qu'ils puissent lui-même se faire son avis et n'ayons pas peur des Français. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est assumons que France Info soit une chaîne plutôt à gauche, assumons que CNews soit une chaîne plutôt à droite, assumons qu'il y ait des couleurs politiques dans les chaînes, et l'auditeur se fera son avis. C'est ça ou pas? Assumons que chaque chaîne ait son profil éditorial et que le téléspectateur fasse lui-même son avis. Vous avez défini France Info de gauche, pourquoi pas? Vous avez défini CNews de droite, pourquoi pas? Mais je veux dire, personnellement, je suis ni de droite ni de gauche. Souvent, on me décrit de droite, peu importe. Moi, je suis pour la France. Si on est pour la France, on est de droite, pourquoi pas? Mais je veux dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on doit laisser, comme à LCI, son projet éditorial qui était sur l'international notamment, on doit laisser à chaque chaîne la volonté d'aller là où il veut pour mieux servir la France, mieux servir les Français,
en matière d'information. Lorsqu'il y a eu LCI est passé en gratuit et lorsqu'il y avait déjà BFM et iTélé qui étaient en gratuit, le CSA a demandé à ces chaînes qui passaient en gratuit de ne pas faire comme BFM TV de l'info en continu, de changer de projet éditorial, de changer de ligne éditoriale. Enfin, iTélé a choisi la sienne, qui est devenue CNews, LCI a choisi la sienne, BFM TV a choisi la sienne, l'info en continu, France Info a choisi la sienne. Chacun choisit son créneau. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux téléspectateurs et aux Français pour se rendre compte de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit, mais vouloir faire taire les autres? On revient toujours à cette émission de Face à l'info qui, pour moi, est le symbole même de ce que devrait être la France. Écoutons parler les autres, écoutons les arguments des autres et laissons les téléspectateurs et les Français se faire leur propre avis. Est-ce que vous, dans Face à l'info, vous avez une logique, une envie de neutralité? Qu'est-ce que ça veut dire neutralité pour vous? En tout cas, essayer de tendre le plus vers l'objectivité. Ne pas prendre parti pour un camp ou un autre. Donnez-moi un fait, par exemple. Un fait qui serait objectif? Oui, par exemple. Par exemple, prenons le fait de cet homme qui a uriné à la basilique Saint-Pierre. Très bon exemple. On peut le traiter sous différents angles. On peut le traiter sous l'angle de l'Église catholique est en danger, on menace l'Église catholique, ou on peut le traiter par un fait divers en disant c'est un homme complètement déséquilibré, qui est fou, qui a décidé de s'en prendre à... Donc vous voyez J'adore votre verbe. Il y a deux manières. Votre sémantique. Non, mais je ne dis pas que moi, je traiterais cette info d'une manière ou d'une autre. Non. Je dis que l'objectivité, c'est dire, voilà, il y a cet homme qui a uriné. Prenons quelqu'un qui pense que l'Église catholique est en perdition et que les gens ne respectent plus l'Église catholique, et prenons quelqu'un qui pense que c'est un fait divers, et voyons où se trouve la vérité peut-être entre les deux. Peut-être l'objectivité, c'est ça. Mais est-ce que du coup... Enfin, je ne sais pas si vous voyez le sens de ma question. Parfaitement. Et vous avez oublié un point. Vous pouvez aussi choisir de ne pas en parler. Donc, il y a 3 angles. Oui. En parler en disant est-ce que l'Église catholique est en danger, ou en parler en disant que c'est un fou, un déséquilibré. Pour reprendre, c'est souvent une sémantique de gauche. C'est pour ça que ça me fait sourire. Ah, je ne sais pas si c'est de gauche ou pas. Oui, dès qu'on attaque surtout une église catholique, oui, c'est toujours un fou déséquilibré. J'aurais dit la même chose de toute d'une mosquée, par exactement, exemple, d'une mosquée, d'un temple. D'une synagogue et tout. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux vous voyez, jusqu'où va la neutralité. Déjà, lorsqu'on choisit cette information, est-on neutre ou pas? Ensuite, quand on choisit de dire effectivement que l'Église catholique est en danger, c'est vrai ou c'est faux? Lorsqu'on choisit de dire que c'est un déséquilibré, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que l'enquête a déjà été menée? Lorsqu'on choisit dans une émission de dire voilà ce qui s'est passé tel jour, tel endroit, c'est neutre ou c'est pas neutre? Vous voyez, la notion de la neutralité, elle est très particulière. Lorsque vous êtes dans une émission et que vous donnez peut-être la parole à quelqu'un pour parler sur ce sujet-là, est-ce qu'à chaque mot, vous devez aller trouver quelqu'un qui puisse contredire, ou bien vous laissez le téléspectateur écouter ce que dit peut-être votre intervenant, qui puisse lui-même se faire son avis? La neutralité, elle est très, très large, très difficile à définir. Et comment vous l'exercez dans votre métier? Si vous cherchez à l'atteindre ou pas? Tout le monde, je pense que tous les journalistes cherchent à atteindre l'objectivité. Peut-être pas tous. Dans les journalistes, il y a des journalistes qui sont éditorialistes, qui sont là pour donner leur avis. Ce que je dis, par exemple, lorsqu'on me demande mon avis sur Balance ton Fox, ou bien chez Jean-Marc Morandini qu'on me demande mon avis, je ne suis pas neutre, je dis absolument ce que je pense parce qu'on me demande ce que je pense. Lorsque je suis dans Face à l'info, je choisis des sujets et je demande à chaque éditorialiste, de donner mon avis. Mais on ne m'entend pas. On n'entend pas mon avis. Bien souvent, dans mes questions, c'est le contresens pour pouvoir contrecarrer, contrepeser, justement être contrepoids par rapport à ce qui a été dit. Ça, c'est ma recherche de la neutralité. Les intelligents le remarquent. Il y a un sujet qu'on trouve important au Crayon, et c'est pour ça aussi qu'on a monté ce média, c'est la baisse de confiance qu'il y a dans les médias traditionnels. Comment vous, que je considère CNews, Europe 1, même vous, quand vous travaillez chez Europe 1 ou CNews, qui êtes l'incarnation des médias traditionnels, comment vous percevez cette méfiance que les citoyens français ont dans les médias traditionnels? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Ça rejoint un peu notre discussion tout à l'heure, parce que lorsqu'on se demande, par exemple, Face à l'info sur CNews, c'est une émission qui, dès qu'elle a commencé, elle est leader. C'est le premier programme de CNews qui est leader depuis 6 ans. Pourquoi? Parce que peut-être, j'ai mis en place dans cette émission, on a mis en place avec l'équipe,
le fait d'être en prise avec les Français, justement. Et je pense que CNews, justement, représente le fait d'être en phase, justement, avec les Français. Donc, pour la méfiance par rapport aux médias traditionnels, je pense que l'explosion de CNews en tant que première chaîne info montre la confiance envers CNews. C'est pas parce qu'on regarde qu'on a forcément confiance, mais je pense que ça donne un indicateur de la confiance qu'on a par rapport à CNews et peut-être la méfiance qu'on a par rapport à d'autres chaînes info. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je ressens, lorsque je croise encore les gens dans la rue... Vous sentez qu'ils ont confiance en vous, dans vos émissions? Les gens disent ouf. Moi, les gens, ils me disent ouf. Je suis dans un train, je me fais contrôler par le contrôleur, il me dit merci pour la démocratie. Et il part, il fait son chemin. Ça vous interpellerait pas, ça, Antonin? Non, mais c'est vrai. Les gens vous disent ouf. C'est pas qu'il faut croire à tout ce que les gens vous disent, mais quand à chaque fois que vous passez quelque part, les gens vous disent ouf, les gens vous disent merci, les gens vous disent voilà ce que je pense, ça c'est vrai, on est d'accord avec vous, on pensait qu'on était fous, mais vous le dites pour nous, merci d'exister, continuez, on est là pour vous, battez-vous pour nous. Ça vous touche, ça. Ça vous dit que ça vous montre quand même une indication que vous êtes peut-être sur le chemin de la confiance, loin de la méfiance. Et encore une fois, en laissant la place aux autres aussi, qui eux peuvent avoir un autre chemin. Mais je pense que le chemin de la méfiance envers les médias, et c'est peut-être parce que les Français se rendent compte qu'on leur a beaucoup menti, qu'on leur a caché la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce qu'on a caché? Prenons le cas d'Elias. Comment, moi qui suis une fille de l'AFP, j'ai été biberonnée à l'AFP. Comment on peut dire qu'il a été égorgé, qu'il a été attaqué avec un couteau et qu'on ne puisse pas dire que c'est une machette? Comment peut-on aller jusque-là pour cacher la vérité? Comment peut-on dire qu'il a refusé de donner son téléphone portable alors qu'il avait donné son téléphone portable? Comment peut-on aller jusqu'à mentir à ce point-là? Comment peut-on l'expliquer? Les Français se rendent compte... Parce que ça, vous dites qu'il y a des médias qui ont traité cette information. L'AFP a traité le meurtre du jeune Elias, 14 ans, Paris 14e, en disant qu'il avait refusé de donner son téléphone portable et qu'il avait été tué au couteau. Sa mère, elle-même, est venue sur les plateaux télé dire qu'il avait donné son téléphone portable. Ce n'était pas un couteau et c'était une machette. Voilà la longueur de la machette. Voilà la réalité, Antonin. Les Français se rendent compte qu'on leur ment, qu'on leur a beaucoup menti et ils en ont marre. Pourquoi on leur ment? À votre avis? Je ne sais pas. C'est vous que je vous pose la question. Alors, à votre avis, pourquoi on peut dire que le petit Elias a été tué, pas par une machette, mais par un couteau? Pourquoi on peut dire que le petit Elias, 14 ans, a été tué parce qu'il refusait de donner son portable et alors qu'il a donné son téléphone portable? Je laisse la question en l'air. Je laisse vous téléspectateurs. Moi, je pose la question. Disons que moi, je ne donne pas mon avis. Je vous pose la question. Moi, je réponds que je laisse vos téléspectateurs, vos auditeurs eux-mêmes répondre à cette question. Vous voyez? Ça, c'est ma neutralité. Vous l'avez dit, vous avez été membre du CSA maintenant qui s'appelle l'ARCOM de 2009 à 2015. À quel point la télé, ce qu'on voit, c'est contrôlé par les gens du CSA, de l'ARCOM? Contrôlé à plusieurs sens. Lorsque on est au Conseil supérieur de l'audiovisuel, moi j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il y avait des médias qui étaient favorisés. Les médias du service public étaient clairement favorisés. Les services venaient parfois avec des dossiers en me disant telle chaîne privée a fait telle erreur sur tel type de sujet. Par exemple, la publicité clandestine. Ouais. Et je disais, ok, d'accord, très bien, maintenant vérifiez si tous les médias n'ont pas fait la même erreur. Oui. Ils revenaient 2 mois après en me disant qu'effectivement, tous les médias, même France Télévisions, avaient fait la même erreur. Sauf qu'il y a un certain prisme idéologique qui fait qu'on ne va même pas contrôler les chaînes de France Télévisions. Ça m'a interpellé pendant mon idéologique dans quel sens? Pourquoi? C'est un principe idéologique, puisqu'on va vers les chaînes privées les critiquer sans pour autant aller vers les chaînes publiques qui, elles, ont un devoir d'honnêteté de l'information encore plus accru que les chaînes privées. Donc ça, c'est un prisme idéologique que j'ai constaté lorsque j'étais au CSA, qui est devenu aujourd'hui l'ARCOM. Je l'ai constaté moi-même dans mes différents dossiers. Donc à partir de là, on peut reprendre le mot que vous avez utilisé, peut-être le mot contrôle. On peut reprendre le mot lorsque vous dites contrôle. On peut dire qu'effectivement, il y a des chaînes qui sont plus contrôlées que d'autres, celles qui sont moins contrôlées que d'autres. Et ça, je l'ai vécu. Est-ce que c'est pas normal quand on a un service public de se dire on est plus tolérant vers le service public parce que c'est justement, on a besoin, il est nécessaire pour l'information, donc on va le laisser vivre. Là où les chaînes privées arrivent sur un canal public, qui est la télévision, on va les contrôler pour vérifier qu'elles se conforment bien à ce
à notre exigence. Alors pour vous, il faut être plus tolérant avec des chaînes qui sont payées par les Français, qui ont un cahier des charges supplémentaire que d'autres chaînes privées n'ont pas. Et les chaînes privées, elles vivent avec l'argent privé. Elles ne vivent pas avec l'argent public, ni de la subvention des Français. Donc vous dites que malgré tout ça, il faut être plus tolérant avec le service public. L'idée, c'est pas de casser le service public, c'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Je dis pas qu'il non, faut mais pas j'ai pas dit le mot casser. J'ai dit que je pense, moi je suis encore une fois, je reprends votre mot, la neutralité. Je pense que tous les médias doivent être jugés de la même façon. Et peut-être, comme le veut le cahier des charges même de certains médias de l'audiovisuel public, être plus strict avec l'audiovisuel public, c'est ce que la loi réclame. Mais au minimum, une neutralité et une égalité devant tous les services de l'audiovisuel français, public et privé, qui n'existent pas aujourd'hui. L'Arcom, est-ce que c'est nécessaire ? Ou est-ce qu'il faut revoir la manière dont il fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut revoir à l'intérieur ? Justement, vous dites peut-être plus de sévérité sur les services publics, selon vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à revoir ? Alors, beaucoup de personnes veulent supprimer beaucoup d'instances de régulation. Je ne suis pas pour supprimer l'Arcom aujourd'hui. En revanche, si l'Arcom n'est pas capable de faire respecter la loi, l'Arcom a été créée pour faire respecter la loi de l'audiovisuel, il faut la supprimer. Si l'Arcom n'est pas capable de faire tous les médias respecter la loi au même niveau, mais choisit ses cibles pour les sanctionner, choisit non, telle cible, on va plus vous sanctionner qu'une autre, là, il faut supprimer peut-être l'Arcom. Encore une fois, je ne suis pas du tout pour la suppression de l'instance de régulation, mais si l'instance de régulation ne remplit pas son rôle et fait 2 poids 2 mesures à travers les médias, il y a un sérieux problème de neutralité, pour reprendre votre mot. Quand vous parlez de sanction de l'Arcom, je pense directement à C8 et à Cyril Hanouna avec son émission. Donc il a été plusieurs fois épinglé en juillet 2024 pour publicité clandestine, en juin 2024 pour présentation de personnes handicapées comme des toxicomanes, en juillet 2023 sur théorie du complot sur l'adénochrone, et il y avait un exemple qui était marquant, je pense que beaucoup de gens l'avaient vu, c'était sur l'insulte envers le député Louis Boyard, qui avait été sanctionné par l'Arcom à ce moment-là. Est-ce que, premièrement, sur C8, est-ce que vous êtes opposé au non-renouvellement de la chaîne ? Et est-ce que vous estimez pas que c'est légitime, au vu de toutes les condamnations qu'il y a eu par l'Arcom, que la chaîne n'ait pas été renouvelée ? Si on veut supprimer une chaîne, on va faire une succession de condamnations pour pouvoir la supprimer. Est-ce que, par exemple, on a vu toutes les erreurs de Léa Salamé aux 20h de France 2 ? Je ne suis pas du tout pour supprimer France 2. Actuellement, vous dites là les erreurs qu'elle a faites depuis qu'elle est au JT de France 2 ? Tout le monde en parle, vous voyez ce que je veux dire ? Avec Marion Cotillard. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines ? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non ? Non, ça sort dans 1 an. Ça sort dans 1 an ? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Mais c'est pas des erreurs répréhensibles par l'Arcom ? Ah si. Si ? Ah oui, c'est un manque d'honnêteté de l'information, je suis désolée. Revoyez les textes juridiques. Non, mais je connais pas tous mes textes juridiques voilà. de l'Arcom, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, souvent, on ne connaît pas les textes et on juge. On ne connaît pas ce que demande l'Arcom et on juge. Et on dit, oui, voilà, C8 a fait ça, ça, ça. C'est répréhensible par la loi. Là, lorsque France 2 a fait des erreurs 2 fois dans la journée pour confondre Dominique Bernard et Samuel Paty. Cette image encore, l'hommage ce matin à Arras, dans le Pas-de-Calais, au professeur Dominique Bernard, assassiné il y a 2 ans, jour pour jour, dans une attaque terroriste par un élève radicalisé, après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. C'est répréhensible par les textes de loi de l'Arcom. Faut-il fermer France 2 ? Moi, je dis non. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'ils auront une sanction ? Est-ce qu'ils auront une sanction financière ? On verra. C'est interdit par la loi, non seulement avec le cahier des charges, mais aussi par la Convention. Donc je reviens à ce que je vous disais. Ou bien on a un certain prisme idéologique où on est plus tolérant avec certains et on est plus strict avec d'autres, et auquel cas on ne fait pas bien son travail, ou bien on essaie, comme un père avec tous ses enfants, d'être juste avec tous ses enfants. Sinon, on n'est pas un bon père. Et vous n'avez pas l'impression, c'est la question que c'était un peu la question que je vous posais tout à l'heure, mais vous n'avez pas l'impression qu'en faisant ça, en appelant justement la condamnation de France 2 pour ces aspects-là, alors oui, c'est juste, comme vous dites, par rapport aux autres condamnations, mais est-ce que dans l'état dans lequel est actuellement l'audiovisuel public, est-ce que c'est pas l'enterrer d'une certaine manière en lui faisant payer des sanctions, alors qu'on sait l'état des finances du service public ? Reprenez tout ce que vous venez de me dire, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai dit.
J'ai dit, est-ce qu'il faut fermer France 2? Non. Mais est-ce que appeler à la condamnation, c'est pas en fait... Est-ce que j'ai appelé à la condamnation? J'ai dit ils n'ont pas respecté le cahier des charges, manque d'honnêteté de l'information, ils ont fait des erreurs. Le directeur de l'information lui-même l'a reconnu. Je dis que là, ils ont fait des erreurs. Vous voulez que ce soit notifié par l'Arcom Non, moi je veux juste l'égalité de traitement. On est en France, liberté, égalité, fraternité. Donc là, vous avez repris tout ce que j'ai dit en disant complètement l'inverse, mon cher Antonin. Non, mais je vous dis ça. Non, mais Antonin, c'est pas pour vous embêter. C'est parce que bien souvent, tout le monde fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on dit quelque chose et on reprend, on remet à sa sauce, etc. Ce que je voulais dire derrière... je veux la neutralité, l'égalité de traitement. C'est important, ça, l'égalité de traitement. J'entends, et c'est pour ça que je vous disais ça. C'est que j'ai compris ce que vous me disiez, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, en disant tout ça, je veux pas que France 2 soit supprimée. Je suis pour que ce soit notifié, que tout le monde soit traité de manière égale. Est-ce qu'aujourd'hui, en disant juste je veux que tout le monde soit traité de manière égale et qu'on notifie France 2 de ce point de vue-là, est-ce que c'est pas, mine de rien, lui donner un coup alors que même vous voulez pas supprimer France 2? C'est dans ce sens-là que je disais ça. Est-ce que mais c'est pas lui donner un coup, mon cher Antonin. La loi demande de respecter certains textes de l'audiovisuel, la loi de 86. Il y a l'Arcom qui a été créé pour faire respecter la loi. Il y a un cahier des charges à l'intérieur, en plus de la Convention, pour faire respecter la loi. Pourquoi l'exiger pour C8, ne pas l'exiger pour France Télévisions? C'est pas, comment dirais-je, vouloir... Je fais preuve de tolérance, je ne dis pas de fermer France Télévisions. Beaucoup appellent à la suppression de l'audiovisuel public. Tout le monde fait des erreurs. Mais pourquoi condamner une chaîne qui fait des erreurs et être plus tolérant avec celle qui fait aussi des erreurs? Toutes les chaînes font des erreurs. Je vous mets au défi de regarder une chaîne 24 heures sur 24 et de regarder toutes les erreurs qu'elles font. Et on le sait à l'Arcom que toutes les chaînes font des erreurs. Pour autant, j'appelle à la neutralité, à l'égalité de traitement entre toutes les chaînes, qu'elles soient de l'audiovisuel public, qu'elles soient du privé, et d'arrêter de faire justement ce 2 poids 2 mesures qui fatigue les Français et qui décrédibilise l'Arcom. Et si l'Arcom n'est pas capable effectivement d'avoir cette égalité de traitement, je rejoins peut-être ceux qui se posent la question de l'existence même de l'Arcom. Mais je ne veux pas la suppression de l'Arcom, je ne veux pas la suppression de France Télévisions, sauf qu'il faut que chacun se mette face à ses devoirs et ses responsabilités. Quel est votre regard sur les réseaux sociaux, sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on fait comme travail journalistique sur les réseaux sociaux, étant donné qu'aujourd'hui, l'Arcom a très peu de regard sur ce qui se passe? Maintenant, un peu plus, oui. Un peu plus, effectivement. Surtout, notamment, je pense au temps de parole des politiques. Bon, moi, je ne suis pas contrôlé pour avoir reçu quelqu'un de droite, de gauche. Moi, je suis très content. Je peux recevoir qui je veux. Je reçois des personnalités de gauche, de droite. Je reçois un peu tout le monde. Sans compter, même si nous, on essaie de garder un certain équilibre au crayon. Quel regard vous avez, vous, là-dessus? Est-ce que vous souhaiteriez ça aussi à la télé? Mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est le seul pays au monde à avoir ce contrôle strict du temps de parole des politiques. Et alors qu'on a justement de plus en plus de médias comme le vôtre, très regardés, des médias sur YouTube très regardés, des vidéos, des podcasts qui sont très regardés, bien plus que des médias qui ont une fréquence. Et il y en a qui font 0,000% d'audience. Il y en a qui ont 500 téléspectateurs, vous voyez ce que je veux dire? Et qui doivent respecter le temps de parole. Donc moi, effectivement, j'appelle, et je l'avais fait d'ailleurs dans un rapport que j'avais fait après la présidentielle de 2012, que j'avais donné au Conseil d'État, que j'avais donné aux instances qui surveillaient justement la campagne présidentielle, pour libérer les médias du temps de parole des politiques. Aucun politique ne le veut. Mais moi, je pense que pour laisser respirer l'audiovisuel français qui bafouille, qui piétine, qui manque d'argent, qui n'arrive pas à exporter ses programmes, qui a un gâteau publicitaire qui se réduit par rapport à d'autres pays, il faudrait libérer effectivement les Français, les chaînes, pour libérer aussi les Français de ce carcan, d'autant plus effectivement qu'on a les médias sur les réseaux sociaux, qu'on a justement cet autre regard, et qu'effectivement, lorsque on dit par exemple qu'il ne faut pas... qu'on est peut-être en temps de campagne électorale, on va être très strict sur un média avec tel canton, tel département, telle région, ou bien telle mairie pour les municipales. Et sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on veut. Donc on sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Merci beaucoup, Christine Kelly. Merci, cher Antonin. C'était un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Parce que nous, on sort des vidéos toutes les semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, on sort un entretien avec Patrick Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.